l'avez bien compris, aujourd'hui, on va questionner la place du travail dans nos villes, dans nos vies, bien sûr. C'est votre quotidien. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique, de l'attractivité. Une carte de visite en format A3 recto verso avec plein de trucs et surtout plein de questions certainement au quotidien et de réponses que vous devez apporter. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet finalement aujourd'hui avec le public que nous avons? Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir discuter de la transformation du travail, des emplois et des nouveaux modes d'activité. Et je pense que WeWork, d'abord, est représentatif de ça. D'un certain point de vue, ils ont été des pionniers du coworking et d'une nouvelle façon de concevoir les espaces de travail. Et je pense qu'on n'a pas fini cette réflexion. On est encore dans une approche qui est une approche essentielle, c'est-à-dire d'expérimentation, oui, d'essais et erreurs. La question de l'adaptation de la ville à ces nouveaux modes de travail est bien sûr une question essentielle. Amenez-nous avec vous dans les secrets peut-être de la mairie de Paris et surtout sur les priorités de la ville en matière de développement urbain. Quelles sont vos réflexions, les projets? Comment voyez-vous l'avenir? Alors, ça a été dit à l'instant, il faut savoir que Paris est une ville qui est déséquilibrée. Pourquoi? Eh bien parce que les emplois sont à l'ouest et les logements sont à l'est. D'accord. Et donc, il y a ce qu'on appelle un mouvement pendulaire Oui. que chacun d'entre nous peut voir et remarquer s'il utilise les transports en commun. On voit bien que le matin, les lignes de métro qui vont vers l'Étoile, vers la Défense, sont blindées et que le soir, c'est plutôt l'inverse. Donc, on a vraiment besoin d'un rééquilibrage. Et puis, on a besoin d'une nouvelle vision des bâtiments et du développement urbain. Pendant très longtemps, cette division fonctionnelle, elle a été théorisée, Oui. notamment par Le Corbusier, par exemple, Oui, oui. Où on avait les endroits où on travaillait qui étaient séparés des endroits où on avait des loisirs, des endroits où il y avait des équipements publics et d'autres endroits qui étaient des endroits consacrés au logement. Cette vision du monde, elle est totalement dépassée. Et aujourd'hui, on parle de mixité. Alors, mixité, c'est un mot qui est très utilisé, mais ça vaut la peine. Galvaudé, oui. Ça vaut la peine de regarder en détail ce que ça veut dire. Par exemple, dans Réinventer Paris, l'un des bâtiments les plus emblématiques, c'est le bâtiment de Morland, qui fait 40 000 m², anciennement préfecture de la Seine. Oui. Et dans ce bâtiment, nous avons 11 projets différents. Et c'est comme si on faisait 11 bâtiments. Il se situe où pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, il se situe dans le 4e arrondissement, juste en face de l'université Pierre et Marie Curie, de l'université Jussieu, côté Seine, entre le boulevard Morland et les quais de Seine. Et donc, vous vous rendez compte que quand vous avez une approche de ce type-là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, bien sûr, que vous vous heurtez à une réglementation qui n'est pas faite pour ça. Oui. Et d'ailleurs, je discute beaucoup avec Julien de Normandie pour essayer de voir comment faire évoluer cette réglementation, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la notion de mixité, il y a derrière cette notion la mixité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que des catégories sociales différentes cohabitent dans le même quartier, cohabitent dans le même bâtiment. Il n'y a rien de pire pour une ville que la ghettoisation et la ségrégation. Bien sûr. C'est ce qui porte le plus de violence. Et puis la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire pouvoir avoir dans le même bâtiment ou de façon extrêmement proche des bureaux, des logements, des activités, du commerce, des loisirs, ce qui permet justement de rapprocher le lieu de travail du domicile, ce qui est aussi une manière de lutter contre la congestion urbaine. Vous êtes tiraillé finalement avec le mix idéal, mais le mix idéal, il parle aussi d'attractivité, de dynamisme économique, des enjeux environnementaux également. On vous attend en tournant là-dessus. Comment est-ce que vous faites pour finalement réussir cette gageure? Écoutez, je pense que Réinventer Paris, c'est un bon exemple de cette tentative de faire bouger la profession de l'immobilier, qui était quand même une profession un peu ankylosée dans ses habitudes. On vous laisse responsable de vos propos. Oui, mais vous savez, je le leur dis directement. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, il n'y a pas de souci. L'innovation doit entrer dans une activité, le BTP, qui est, il faut le rappeler, l'une des activités les plus polluantes de la planète. Vous prenez par exemple, je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée, 70% des déchets en masse qui sont produits dans une ville comme Paris sont des déchets du BTP. Et 90% de ces 70%, ce sont des déchets liés à la démolition-reconstruction. D'accord.
Et donc, ce que nous disons aujourd'hui aux promoteurs et aux professionnels du BTP, nous leur disons, il faut toujours préférer la réhabilitation à la démolition-reconstruction. Oui, d'accord. Ben, ça a l'air évident, mais ce n'est pas du tout ce qu'on faisait il y a Ah oui. ne serait-ce que quelques années. Hein. Il faut toujours regarder la question du réemploi et donc de l'économie circulaire. Bien sûr. C'est-à-dire que si jamais donc il ne faut pas démolir, il faut déconstruire. C'est très intéressant parce que j'ai eu cette conversation pas plus tard qu'hier avec le directeur du musée Georges Pompidou, qui va être rénové dès l'année prochaine. Et on a décidé ensemble de conserver toutes les vitres qui entourent les escalators, vous savez, qui sont des objets historiques, qui ont absolument besoin d'être changés pour des raisons justement de protection thermique. Mais ces vitres, on va essayer de les réemployer, on va même les proposer à des artistes pour qu'ils les utilisent dans des œuvres d'art. Il y a la question des matériaux biosourcés. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le béton, qui a l'air d'être un produit banal, eh bien, c'est un produit qui utilise le sable, mais pas n'importe quel sable. Il faut que le sable soit granuleux. Donc, on va le chercher sur les plages. Maintenant, il n'y en a plus de disponible. On va le chercher au fond des océans. Et on pense que d'ici 20-25 ans, la planète sera en pénurie de sable, qui est absolument indispensable à la fabrication du béton. Donc, il faut choisir des matériaux biosourcés, le bois, la pierre de taille, la paille, la terre crue. Le Grand Paris Express va produire des millions de tonnes de terre. Il faut absolument réemployer cette terre dans la construction. On voit bien que les enjeux environnementaux, notamment, ne peuvent pas se contenter d'analyses simplistes et vous nous donnez là la complexité justement de vos réflexions au quotidien. Je voudrais juste terminer avec vous sur une question. Vous avez vraiment œuvré dans Paris pour créer des lieux d'accueil, d'incubation, d'accélération de start-up, très orientés services. Comment est-ce que vous allez faire aussi pour garder cette production made in France, on va dire, pour que les startups ne montent pas des prototypes que l'on va fabriquer beaucoup moins cher à l'autre bout du monde, pour faire en sorte qu'on soit dans le made in Paris et dans le made in France? D'abord, il faut savoir que c'est un mouvement naturel, hein, mais que nous essayons d'accompagner et d'accélérer. Nous avons de plus en plus de start-upers qui travaillent sur des produits industriels, des drones, des voitures autonomes, des vélos spéciaux, vélos électriques, etc. Donc, tous ces jeunes, hein, toutes ces entreprises, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, ils cherchent à produire local. Et ils cherchent à produire local, pas seulement pour des raisons, je dirais, morales, même si ça entre en ligne de compte dans leur raisonnement, mais également pour des raisons d'efficacité économique. C'est-à-dire que on est dans la petite série, on est dans la production à la demande, on est dans une chaîne de fabrication où la conception et la production sont difficiles à séparer. Et donc tout cela fait que c'est difficile de fabriquer ça à Shenzhen. Et donc nous essayons d'adapter. On fait d'ailleurs aujourd'hui sur les Maker Place, sur les Fab Labs, sur les lieux d'innovation industrielle, à peu près ce que nous avons fait il y a une dizaine d'années pour les incubateurs et les espaces de coworking. Aujourd'hui, le secteur privé n'a plus besoin de nous pour les incubateurs et c'est parfait. En revanche, sur les Maker Place, il a encore besoin de nous et donc nous investissons. Nous avons créé un projet qui s'appelle l'Arc de l'innovation. Alors je dis ça devant la directrice de la Défense, mais on essaye justement de localiser cette production industrielle dans l'Est et le Nord de Paris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore des établissements industriels abandonnés, il y a des friches industrielles qui permettent aujourd'hui de réactiver cette tradition industrielle du Nord de Paris. Et certainement beaucoup de belles choses à faire. Merci beaucoup Jean-Louis Muisca d'avoir accepté d'ouvrir cette journée, ce joli programme. Merci.